L'odeur du pain brûlé se mêle à celle âcre de mes larmes tandis que je racle le pain noirci pour le jeter à la poubelle. Mes mains ne cessent de trembler. Elles n'ont pas arrêté depuis hier soir, lorsque Marcus s'est assis en face de moi à cette même table de cuisine et m'a demandé un mariage libre. Un mariage libre. Ces mots ont encore le goût du poison sur ma langue. 3 années de dévouement à construire une vie ensemble dans notre modeste appartement de Brooklyn. 3 années à croire en l'éternité réduite à ces 3 mots cliniques. Il l'avait dit avec tant de désinvolture, la fourchette à mi-chemin de sa bouche, comme s'il me demandait de lui passer le sel plutôt que la permission de coucher avec d'autres femmes. Ce n'est pas toi, Emma, avait-il dit d'une voix condescendante et douce. Je pense simplement que nous avons tous les deux intérêt à explorer nos options. Nous sommes encore jeunes. Tu ne veux pas profiter davantage de la vie? Je l'avais regardé fixement, cet homme que je reconnaissais à peine, et j'avais senti quelque chose se briser en moi. Maintenant, dans la lumière crue du matin qui filtre à travers la fenêtre de notre cuisine, je me sens vide, invisible, comme si je pouvais me fondre dans le papier peint qui se décolle et que personne ne remarquerait mon absence. L'appartement me semble plus petit aujourd'hui, étouffant, rempli du fantôme de la vie que je pensais avoir. Mon téléphone vibre sur le comptoir. C'est un SMS de ma sœur Lily qui me demande si je viens toujours l'aider pour le service traiteur ce soir. J'avais complètement oublié. Elle dirige une petite entreprise de restauration et je l'aide parfois pour gagner un peu d'argent. Le salaire de Marcus, responsable marketing de niveau intermédiaire, couvre à peine nos dépenses et mon travail de graphiste indépendante est au mieux sporadique. Oui, je réponds machinalement. À quelle heure? 18 heures. Événement chic au Méridien. Habille-toi tout en noir. Tu me sauves de la vie. Monsieur le Méridien, l'un des clubs privés les plus exclusifs de Manhattan. Le genre d'endroit où je ne mettrais jamais les pieds si ce n'était pour porter des plateaux de champagne et des canapés. Le genre d'endroit où les gens comme Marcus et moi n'ont pas leur place, sauf pour servir ceux qui y ont leur place. Je regarde mon reflet dans l'écran sombre de mon téléphone. Des yeux bruns ternes me fixent, soulignés par des ombres que le maquillage ne parvient pas tout à fait à cacher. Mes cheveux noirs tombent mollement sur mes épaules. À 26 ans, j'ai déjà l'air abattu. Marcus dort encore dans notre chambre, ou fait semblant. Il est en congé aujourd'hui, mais je sais qu'il m'évite. La partie lâche en moi veut faire irruption dans la chambre et exiger des réponses. Exiger de savoir quand j'ai cessé d'être suffisante. Mais la partie la plus importante, celle qui a lentement appris à se faire plus petite au cours de 3 années de mariage, veut simplement disparaître. Je prends ma veste et je pars. Le trajet en métro jusqu'à Manhattan est un tourbillon d'inconnus et d'air vicié. Je refais surface à Midtown, l'après-midi s'étendant devant moi comme un désert. Je ne peux pas rentrer chez moi. Je ne peux pas affronter cet appartement et toutes ses promesses non tenues. Alors je marche. Les heures s'écoulent au rythme de mes pas sur le béton. Je dérive à travers Central Park, passant devant des couples qui se tiennent la main, des familles qui rient, tout ce que je pensais avoir à présent. L'air printanier devrait être rafraîchissant, mais il me fait mal à la poitrine lorsque j'arrive au Méridien à 18 heures. J'ai des ampoules aux pieds et mon âme est à vif. Lily est déjà là, ses cheveux blonds courts tirés en arrière en un chignon soigné, dirigeant l'équipe avec l'efficacité d'un général commandant ses troupes. Elle jette un coup d'œil à mon visage et m'entraîne à l'écart. Que s'est-il passé? Rien. Je vais bien. Emma, s'il te plaît, Lily, pas maintenant, Inle. Ma voix se brise, me trahissant. J'ai juste besoin de travailler. J'ai besoin de ne pas penser. Elle m'observe longuement, puis me serre la main. D'accord, mais on en reparle après. Allez, ils vont ouvrir les portes. Le Méridien est encore plus opulent que je ne l'imaginais. Des lustres en cristal projettent une lumière prismatique sur les sols en marbre. Les murs sont recouverts de boiseries sombres qui coûtent probablement plus cher que mon revenu annuel. Tout brille d'une richesse qui murmure plutôt qu'elle ne crie. Nous servons un événement privé dans la salle de bal principale, une sorte de dîner d'affaires. Selon Lily, les invités commencent à arriver à 19 heures et ils sont exactement comme je les imaginais. Des hommes en costume qui coûtent des milliers de dollars. Des femmes couvertes de diamants. Tous rayonnent d'une assurance décontractée qui vient du fait qu'ils n'ont jamais à vérifier leur compte en banque avant de faire leurs courses. Je me fonds dans le décor, redevenant invisible, tandis que je circule avec un plateau de champagne.
Cette invisibilité est presque confortable, plus sûre que d'être vue. La soirée se déroule dans un brouillard de sourires forcés et de murmures. Excusez-moi, je vais remplir mon plateau au comptoir de service, dis-je lorsque je le sens. Un changement dans l'atmosphère, comme si la pression atmosphérique avait soudainement changé. Les conversations autour de moi s'estompent légèrement, et je lève les yeux. Il entre par la porte principale, flanqué de deux hommes en costume sombre, sans doute des agences de sécurité. Mais ce ne sont pas eux qui me coupent le souffle. Il est jeune, peut-être la trentaine, et d'une beauté presque dangereuse. Ses cheveux noirs sont tirés en arrière, dévoilant un visage aux angles marqués et aux traits durs. Il porte un costume noir qui lui va comme un gant. Même de l'autre côté de la pièce, je peux sentir l'autorité qui émane de lui comme une chaleur. Tout le monde peut la sentir aussi. La foule ne s'écarte pas vraiment, mais les gens s'ajustent, lui laissant de l'espace sans s'en rendre compte. Il traverse la pièce avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais eu à demander quoi que ce soit. Il prend simplement, et le monde se réorganise en conséquence. Je devrais détourner le regard, retourner à mon plateau, à mon invisibilité rassurante, mais je ne peux pas. Il parle avec un homme plus âgé près du bar, dans une posture détendue mais alerte. L'un de ses gardes du corps se tient à un mètre derrière lui, les yeux constamment en alerte. L'autre s'est posté près de la sortie. Ce ne sont pas des gardes du corps ordinaires. Il y a quelque chose de militaire dans leur attitude, quelque chose qui suggère qu'un réel danger se cache sous le vernis civilisé de cet événement. C'est Dante Caruso, murmure soudain Lily à côté de moi. Oh mon Dieu, je ne savais pas qu'il serait là. Ce nom ne me dit rien, mais la façon dont elle le prononce, à voix basse, presque avec révérence, suggère que je devrais le connaître. Qui est-il? Lily me lance un regard qui suggère que j'ai vécu dans une grotte. Sérieusement, il dirige la moitié des affaires de la côte Est. Et par affaires, je veux dire... Elle a fait un geste vague qui pourrait signifier n'importe quoi. Sa famille est riche depuis longtemps, mais c'est le genre de richesse qui provient de sources très douteuses. Ils font pratiquement partie de la royauté new-yorkaise. Si la royauté dirigeait des rackets de protection et possédait la moitié des politiciens de la ville. Mon estomac se noue. La mafia. Et il les parle de la mafia. Il est dangereux, monsieur, vraiment dangereux. Il y a des rumeurs sur des gens qui ont trahi sa famille. Ils disparaissent tout simplement. Mais mon Dieu, il est magnifique, n'est-ce que pas? Je devrais avoir peur, être dégoûté. Je devrais prendre mon plateau et aller de l'autre côté de la pièce. Au lieu de cela, je me surprends à le regarder avec une fascination que je ne peux pas vraiment nommer. Il y a quelque chose de magnétique dans la façon dont il occupe l'espace. Le respect subtil que tout le monde lui témoigne sans qu'il ait besoin de le demander. Il est le pouvoir incarné. Et après avoir passé ma vie à me faire toute petite, à disparaître dans l'ombre de Marcus, il y a quelque chose de presque hypnotique à être témoin d'une telle assurance. Il rit à une remarque de l'homme plus âgé. Et le son traverse la pièce, grave, sincère, étonnamment chaleureux. Il transforme son visage l'espace d'un instant, adoucissant ses traits sévères pour les rendre presque accessibles. C'est alors que ses yeux croisent les miens. La connexion est électrique, instantanée. À travers la salle de bal, à travers la foule de l'élite de Manhattan, Dante Caruso me regarde directement. Pas à travers moi, comme le font habituellement les gens, mais vers moi, et moi. Je me fige. Les flûtes de champagne tremblent sur mon plateau. Son expression ne change pas, mais quelque chose scintille dans ses yeux sombres. De la curiosité peut-être, ou la reconnaissance de quelque chose que je ne peux nommer. Le moment s'étire, élastique et chargé, jusqu'à ce que l'homme plus âgé dise quelque chose qui attire à nouveau son attention. Je relâche un souffle que je ne savais pas retenir. Emma, ramène-toi sur terre, siffle Lily. Tu le fixes. Arrête de fixer Dante Caruso. C'est comme fixer le soleil. Tu vas te brûler. Elle a raison. Je sais qu'elle a raison. Je détourne le regard et force mes pieds à me porter, moi et mon plateau de champagne, vers la sécurité de l'invisibilité. Mais je sens encore le poids de son regard sur ma peau, comme une marque. Le reste de la soirée passe dans un flou. Je reste dans un coin de la pièce, remplissant les verres et ramassant les assiettes vides, évitant même la possibilité de le croiser à nouveau. Mon cœur ne cesse de battre à toute vitesse et je déteste ne pas savoir si c'est de la peur ou autre chose.
Il est presque 22 heures lorsque je retourne en cuisine avec un plateau de verre vide. Le couloir est plus calme ici, loin de l'agitation de la salle principale. J'ai mal aux pieds, mal au dos, et mon esprit ne cesse de revenir à Marcus et à la destruction désinvolte de notre mariage. Je ne fais pas attention. C'est ma première erreur. Je ne vois pas le serveur arriver en sens inverse avant qu'il ne soit trop tard. Nous nous percutons à l'intersection de deux couloirs, et soudain, le monde explose dans une cascade de cristal et de champagne. Le verre se brise contre le marbre, avec un bruit semblable à celui d'étoiles qui se brisent. Un liquide doré se répand sur le sol en une mer grandissante. Et je tombe. Mon pied se prend dans le bord de la mer. Mon corps bascule inévitablement vers le sol et tous ces morceaux de verre brisés. Des mains puissantes me rattrapent. La prise est ferme, stable. Elle s'enroule autour de ma taille et me tire en arrière pour m'empêcher de tomber. Pendant un instant, je suis suspendu dans le temps, maintenu contre un torse solide, respirant un parfum qui est à la fois celui d'une eau de Cologne coûteuse et quelque chose de plus sombre, de plus primitif. Puis je suis délicatement remise sur mes pieds, ses mains s'attardant un instant de plus que nécessaire avant de me lâcher. Je me retourne, une excuse déjà sur les lèvres, mais les mots me meurent dans la gorge. Dante Caruso se tient à moins d'1 mètre de moi, ses yeux sombres fixés sur mon visage avec une intensité qui me fait fléchir les genoux. De près, il est encore plus ravageur. Des pommettes saillantes, une mâchoire qui pourrait couper du verre et une bouche qui esquisse actuellement un léger sourire. Attention, dit-il d'une voix grave et rauque comme de la fumée. Vous auriez pu vous blesser. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas respirer. Je ne peux rien faire d'autre que le regarder comme une idiote, tandis que mon cœur tente de sortir de ma poitrine à coups de marteau. L'un de ses gardes de sécurité apparaît à ses côtés. Monsieur, nous devrions nous isoler un instant, dit Dante sans me quitter des yeux. Le garde disparaît comme s'il n'avait jamais existé. Je suis désolé, finis-je par dire, la voix embarrassante et haletante. Je ne regardais pas où j'allais. Je suis vraiment désolé. Êtes-vous blessé? Il m'examine déjà, vérifiant si je suis blessé avec une minutie presque clinique. Sauf qu'il n'y a rien de clinique dans la façon dont son regard s'attarde sur mon visage, ma gorge, le pouls rapide qui doit être visiblement accéléré sous ma peau. Non, je vais bien. Vous m'avez rattrapé. Merci. Le couloir me semble trop petit, l'air soudain trop rare. Derrière nous, j'entends l'autre serveur s'excuser abondamment. Quelqu'un d'autre appelle le service d'entretien pour nettoyer le verre, mais tout cela semble très loin, étouffé, comme si nous existions dans une bulle, séparés du reste du monde. Dante tend la main et je me fige lorsque ses doigts effleurent ma joue dans un contact à peine perceptible. Lorsqu'il retire sa main, il y a un petit éclat de verre sur son doigt. Vous saignez. Je touche mon visage et mes doigts sont recouverts d'une petite trace de sang. Je ne l'avais même pas senti. Ce n'est rien, dis-je rapidement. Vraiment? Je devrais retourner travailler. Merci encore pour... Comment tu t'appelles? La question me stoppe net. Je ne devrais pas répondre. Tout mon instinct me pousse à m'excuser à nouveau et à disparaître dans la cuisine, à retourner à mon existence sûre et invisible. Mais j'en ai tellement marre d'être invisible. Emma, m'entends-je dire. Emma Torres. Il le répète lentement, comme s'il savourait chaque syllabe. Emma. Quelque chose dans la façon dont il prononce mon nom me retourne l'estomac. Je m'appelle Dante. Je sais. Les mots m'échappent avant que je puisse les retenir et j'ai immédiatement envie de disparaître sous le sol. J'ai entendu quelqu'un dire « Je suis désolé. Ça semblait... Ce n'est pas grave. » Il sourit clairement maintenant, un vrai sourire qui transforme tout son visage. « Vous travaillez pour la société de restauration? » Parfois. Ma sœur en est la propriétaire. Je l'aide juste de temps en temps. Et que faites-vous quand vous n'aidez pas votre sœur? C'est surréaliste. Dante Caruso. Le Dante Caruso, si l'on en croit la réaction de Lily, se tient dans un couloir et discute avec moi comme si nous étions dans un café plutôt que dans l'un des clubs les plus exclusifs de Manhattan. Comme s'il n'était pas entouré de gardes du corps. Comme si je ne portais pas un uniforme de serveuse avec du champagne éclaboussé sur mes chaussures. Le graphisme, je réponds, car apparemment ma bouche ne communique plus avec mon cerveau. Je suis principalement freelance. Ce n'est pas très passionnant. Je doute que ses yeux aient quitté les miens
et l'intensité de son regard est écrasante. J'ai l'impression qu'il peut tout voir. Chaque fragment brisé, chaque insécurité, chaque secret que j'ai jamais gardé. Vous êtes trop intéressante pour être ennuyeuse. Hey Morris, une vague de chaleur envahit mes joues. Personne ne m'a jamais regardé comme il me regarde en ce moment. Comme si j'étais la seule personne dans tout le bâtiment, dans toute la ville, comme si j'avais de l'importance. C'est à la fois enivrant et terrifiant. Monsieur Caruso, l'un de ses gardes réapparaît, d'un ton apologétique mais ferme. C'est vous qui décidez. Dante serre brièvement les mâchoires. Il masque rapidement sa frustration. D'accord. Il me regarde à nouveau et pendant un instant, je pense que c'est fini, que cette étrange rencontre est terminée et que je ne le reverrai plus jamais. Puis il fouille dans sa veste et en sort une carte de visite. Ce n'est pas une carte de visite ordinaire. Elle est en papier épais, noir mat, avec des lettres argentées. Il sort un stylo de quelque part et écrit quelque chose au dos avant de me l'attendre. Mon numéro privé, dit-il alors que je la prends avec des doigts tremblants. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi. Avant que je puisse répondre, il est déjà parti. Emporté par ses gardes du corps, il retourne dans la salle de bal, me laissant seul dans le couloir, tenant une carte de visite qui me brûle la paume. Je la retourne. Au recto, Caruso Enterprises avec une adresse à Manhattan. Au verso, écrit d'une écriture audacieuse et décisive, un numéro de téléphone et un seul mot. Bientôt, je ne dors pas cette nuit-là. Je m'allonge à côté de Marcus dans notre lit, même si le qualifier de nôtre me semble désormais mensonger, et je fixe le plafond tandis qu'il ronfle doucement, inconscient du fait que le monde entier de sa femme vient de basculer. La carte de visite se trouve dans mon sac à main sur la table de chevet, et je jurerais pouvoir sentir sa chaleur à travers le cuir, m'appelant comme le chant des sirènes. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ces mots résonnent dans ma tête en boucle, accompagnés du souvenir de ses yeux sombres. Ce sourire ravageur, la sensation de ses mains autour de ma taille, forte, sûre, rassurante. À quand remonte la dernière fois où Marcus m'a fait me sentir en sécurité? La question surgit sans que je le veuille, et je ferme les yeux pour retenir les larmes qui me piquent. C'est fou. Je connais à peine Dante Caruso. Ce que je sais, ce que Lily m'a dit, devrait suffire à me faire jeter cette carte à la poubelle et oublier tout ce qui s'est passé. Mais je ne veux pas t'oublier. À un moment donné au cours de cette nuit interminable, Marcus bouge et passe son bras autour de ma taille. Un geste qui m'aurait réconforté autrefois, mais qui me semble aujourd'hui étouffant. Je me glisse hors de son étreinte et me dirige silencieusement vers la salle de bain, fermant la porte avant d'allumer la lumière. Le visage dans le miroir semble hanté. La petite coupure sur ma joue a formé une croûte, à peine visible, mais je la touche quand même et me souviens de la douceur dans la voix de Dante. Tu saignes. Marcus n'a pas remarqué que j'étais blessé. Il ne m'a pas demandé comment s'était passée ma soirée. Quand je suis rentré à minuit, il dormait déjà, ou faisait semblant. Je m'agrippe au bord du lavabo et m'efforce de respirer, de penser clairement. Un mariage libre, c'est ce que veut Marcus. La liberté d'explorer, de découvrir davantage la vie. Cette idée me donne la nausée, mais sous la nausée se cache autre chose. Quelque chose qui ressemble étrangement à un soulagement. Si Marcus veut la liberté, alors je l'ai aussi. Cette prise de conscience devrait me donner de la force. Au lieu de cela, elle me rend triste. Le matin est gris et oppressant. Marcus sort de la chambre à 9 heures, déjà habillé pour un brunch du samedi avec ses collègues de travail. Il m'embrasse distraitement sur le front. Ce geste est tellement routinier qu'il n'a plus aucun sens. Je serai de retour vers 15 heures, dit-il en versant du café dans un mug de voyage. Nous devrions probablement parler plus tard de notre arrangement. Notre arrangement, comme si notre mariage était un accord commercial à négocier. Bien sûr, je m'entends dire « Amuse-toi bien ». Il part et l'appartement semble plus grand sans lui, plus vide. Je devrais être bouleversé. Je devrais me battre pour mon mariage. Je devrais faire autre chose que de sortir cette carte de visite de mon sac à main et de la fixer comme si elle contenait toutes les réponses aux questions que j'ai peur de poser bientôt. Mes doigts composent le numéro avant que mon cerveau ne puisse annuler ma décision. Ça sonne une fois, 2 fois. À la 3e sonnerie, je suis sur le point de raccrocher. C'est fou. Qu'est-ce que je fais? Il ne se souvient probablement pas de moi, Emma. Sa voix est encore plus bouleversante au téléphone. Rude, chaleureuse et assurée. Ce n'est pas une question, mais une affirmation.
Comment tu as su que c'était moi? J'attendais ton appel. Je peux entendre le sourire dans sa voix. Tu vas bien? La question me prend au dépourvu. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un m'a demandé si j'allais bien et voulait vraiment connaître la réponse? Je vais bien. Je mens automatiquement. Non, tu ne vas pas bien. Ce n'est pas une accusation, juste un constat. Où es-tu? Chez moi. À Brooklyn? Tu as mangé? Quoi? Le petit déjeuner, Emma? Tu as pris ton petit déjeuner? Je regarde le porridge figé que j'ai essayé de préparer il y a une heure, maintenant froid et peu appétissant dans son bol. Pas vraiment. Il y a un café appelé Rosemary's dans le West Village. Retrouve-moi là-bas dans une heure. Ce n'est pas une demande. Pas exactement. Mais d'une certaine manière, cela ne ressemble pas non plus à un ordre. C'est comme une fatalité. Comme si ce moment devait arriver et que nous ne faisions que jouer notre rôle. Dante, je ne pense pas qu'une heure suffira, Emma. Je t'attends. La ligne est coupée. Je devrais me sentir manipulé, poussé vers quelque chose pour lequel je ne suis pas prête. Au lieu de cela, je me sens vivante pour la première fois depuis des mois. L'électricité crépite dans mes veines tandis que je me précipite vers la douche. Rosemary's est niché dans une rue calme de West Village. Le genre d'endroit qui semble décontracté, mais qui respire l'argent dans chaque détail. Des fleurs fraîches sur chaque table au jazz doux qui joue en fond sonore. J'arrive pile à l'heure, le cœur battant à tout rompre, vêtu de la plus belle tenue que je possède qui ne soit pas une tenue de serveuse, une simple robe bleu marine que Lily m'a offerte à Noël dernier. Dante est déjà là, assis à une table dans un coin d'où il peut voir les deux entrées. Il est habillé de manière plus décontractée qu'hier soir, avec un jean foncé et un Henley noir qui le rendent encore plus dangereux. Mais le garde de sécurité posté près de la porte me rappelle exactement qui il est et ce qu'il est. Il se lève quand il me voit, et ce geste est si démodé, si inattendu, que je m'arrête net. Tu es venu, dit-il en tirant de ma chaise. Tu ne m'as pas vraiment laissé le choix. Tu as toujours le choix, Emma. Ses yeux se fixent sur les miens tandis que je m'assois, et leur intensité me coupe presque le souffle. Tu aurais pu bloquer mon numéro. Tu aurais pu rester chez toi. Mais tu es là. Il a raison. Et nous le savons toutes les deux. Je suis là parce qu'une partie imprudente de moi le veut. Au diable les conséquences. Un serveur apparaît immédiatement. Le genre de service instantané qui témoigne soit d'une fréquentation régulière, soit d'une influence significative. Dante commande un café et quelque chose appelé omelette méditerranéenne sans regarder le menu. Lorsque le serveur se tourne vers moi avec impatience, je panique et me contente d'acquiescer. La même chose pour moi, s'il vous plaît. Le serveur disparaît et soudain, nous sommes seuls, avec le poids de tout ce qui n'est pas dit suspendu dans l'air entre nous. Comment va ta joue? Demande Dante. Ma main se lève automatiquement pour toucher la petite coupure. Ça va. Ce n'était rien. Tu m'as fait peur hier soir en te voyant tomber. Quelque chose passe sur son visage, une émotion que je n'arrive pas à déchiffrer. Je suis content d'avoir été là. Moi aussi, j'admets doucement. Merci. Encore. Arrête de me remercier. Son ton est doux mais ferme. Parle-moi plutôt de toi. La vraie toi, pour la serveuse polie. Par où commencer? Les mots restent coincés dans ma gorge. Des années à me rabaisser rendent soudain impossible toute articulation. Mais Dante attend avec une patience qui semble infinie. Ses yeux sombres m'encouragent sans rien exiger. Je ne suis pas très intéressante. Je commence puis m'arrête quand il secoue la tête. Je t'ai déjà dit que ce n'était pas vrai. Réessaye. Le café arrive, me laissant un moment. J'enroule mes mains autour de la tasse chaude et me force à être honnête. J'ai 26 ans. Je suis marié depuis 3 ans à un homme qui m'a demandé il y a 2 jours un mariage libre. Je fais du graphisme en freelance quand je trouve du travail, ce qui n'est pas assez souvent. Alors j'aide ma sœur à organiser des événements pour joindre les deux bouts. Je vis dans un petit appartement à Brooklyn que je déteste, et je passe la plupart de mon temps à me sentir invisible. Et la confession m'échappe avant que je puisse l'arrêter. Et je veux immédiatement la retirer. C'est trop, trop honnête. Je connais cet homme depuis moins de 24 heures, et je lui raconte ma vie pathétique comme s'il était un idiot. Je lève les yeux, surprise. L'expression de Dante s'est durcie, sa mâchoire crispée par quelque chose qui ressemble à de la colère. Votre mari, c'est un idiot s'il ne voit pas ce qu'il a. Une vague de chaleur envahit mon visage. Vous ne me connaissez pas. J'en sais assez.
Il se penche en avant et ce mouvement le rapproche suffisamment pour que je puisse sentir à nouveau son parfum. Du cèdre et quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Je sais que vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Je sais que vous illuminez une pièce rien qu'en y entrant, même lorsque vous essayez de vous faire discrète. Je sais que tout homme qui prendrait le risque de vous perdre est soit aveugle, soit stupide. Ma gorge se serre. Pourquoi faites-vous cela? Être gentil avec vous, m'intéresser à vous. Les mots sortent à peine plus fort qu'un murmure. Vous pourriez avoir n'importe qui. Vous êtes. Je fais un geste vague vers lui, vers le garde de sécurité, vers tout ce qu'il représente, et je ne suis personne. Le changement en lui est instantané. La chaleur disparaît de son expression, remplacée par quelque chose de froid et de tranchant. Il tend la main par-dessus la table et prend la mienne. Sa prise est assez ferme pour m'ancrer, mais assez douce pour que je sache que je pourrais me dégager si je le voulais. Je ne le veux pas. Écoute-moi très attentivement, Emma. Sa voix est basse, intense. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne sais pas qui t'a fait croire cela, mais ils avaient tort. Tu comprends? J'acquiesce, ne faisant pas confiance à ma voix. Dis-le. Je ne suis plus une moins que rien. Je ne suis pas une moins que rien. Plus forte cette fois, les mots me semblent étranges et puissants sur ma langue. Bien. Il lâche ma main, mais ses yeux ne quittent pas les miens. Maintenant, mange. Tu es trop maigre. Le repas arrive et il est délicieux. La meilleure omelette que j'ai jamais goûtée, même si j'en apprécie à peine les saveurs. Je suis trop conscient du regard de Dante posé sur moi, de la façon dont sa présence semble remplir tout l'espace, de la différence que cela fait par rapport à tous les repas que j'ai partagés avec Marcus. Parle-moi de ton travail, dit-il, ton travail de designer. Je m'exécute, d'abord avec hésitation, puis avec une confiance grandissante à mesure qu'il me pose des questions intelligentes, écoutant réellement mes réponses au lieu d'attendre simplement son tour pour parler. Il veut connaître mon processus, mes projets préférés, ce qui m'a attiré vers le design au départ. Au moment où nos assiettes sont vides, j'ai parlé davantage de moi en 1 heure que pendant toute l'année écoulée depuis mon mariage. J'ai une proposition à te faire, dit Dante en faisant signe au serveur d'apporter l'addition. Le serveur l'apporte immédiatement et je remarque que Dante ne regarde même pas le montant avant de poser une carte de crédit noire dessus. Quel genre de proposition? Mon entreprise est en train de remanier l'image de marque d'une de nos acquisitions, une chaîne d'hôtels. Nous avons besoin de nouveaux designs pour tout, du logo aux clés des chambres. J'aimerais vous engager. Je le regarde fixement. Vous ne savez même pas si je suis doué. Alors montrez-moi. Envoyez-moi votre portfolio ce soir. Ils me tendent une autre carte de visite. Celle-ci comporte une adresse email. Si elle est à la hauteur de mes attentes, le poste est à vous. C'est juste. C'est plus que juste. C'est une opportunité qui pourrait tout changer. Le genre de projet qui pourrait enfin lancer ma carrière. Mais je ne peux m'empêcher de penser que cette offre ne repose pas uniquement sur un intérêt professionnel. Pourquoi? Je lui demande. Et ne me dites pas que c'est simplement parce que vous pensez que j'ai du talent. Vous connaissez à peine mon travail. Il reste silencieux pendant un long moment, m'observant de son regard pénétrant. Quand il reprend la parole, sa voix est grave. Parce que je veux vous revoir, Emma. Et je suis assez égoïste pour créer des occasions qui me permettront d'y parvenir. Il marque une pause. Mais je suis aussi assez pragmatique pour savoir que vous avez réellement du talent. Et j'ai effectivement besoin d'un designer. Donc oui, il y a un intérêt personnel. Mais je ne risquerai pas l'une de mes entreprises commerciales juste pour passer du temps avec une belle femme. Le poste est réel. Que vous l'acceptiez ou que vous souhaitiez me revoir, c'est à vous de décider. Son honnêteté est désarmante. Je devrais dire non. Je devrais le remercier poliment et m'éloigner de cet homme dangereux, avec son offre dangereuse et ses yeux dangereux qui en voient trop. Je vous enverrai mon portfolio ce soir. Je m'entends dire, son sourire est comme le soleil qui perce les nuages. Bien, nous quittons le café ensemble, sortant dans un après-midi de printemps parfait. Le gardien de sécurité nous suit à distance discrète, tandis que Dante m'accompagne vers la station de métro. Je peux rentrer seul, dis-je, même si une partie de moi ne veut pas que cela se termine. Je sais que vous le pouvez. Il s'arrête au coin de la rue et se tourne vers moi. Mais faites-moi plaisir. Ce n'est pas prudent. Il ne termine pas sa phrase.
Son regard s'est fixé sur quelque chose derrière moi et son attitude change en un instant. La chaleur disparaît, remplacée par quelque chose de froid et de mortel. Je me retourne pour suivre son regard. Marcus est de l'autre côté de la rue, figé devant un bar à vin. Il n'est pas seul. Il est accompagné d'une femme jeune, blonde et belle qui lui tient de la main. Le monde bascule. Bien sûr. Évidemment. C'est pour ça qu'il voulait un mariage libre. Il avait déjà trouvé quelqu'un d'autre. Sa demande n'avait rien à voir avec l'envie d'explorer ou d'expérimenter la vie. Il voulait simplement obtenir la permission de continuer à faire ce qu'il faisait déjà sans se sentir coupable. Je vois les yeux de Marcus s'écarquiller lorsqu'il reconnaît la femme qui lui tire la main et lui demande quelque chose. Il prend une décision, se détourne et disparaît avec elle dans le bar à vin, comme si je n'existais pas, comme si je n'avais jamais existé. Quelque chose en moi se brise enfin. Et le plus étrange, c'est que cela ne me fait pas mal. Je ne ressens rien, juste un vide. Emma. La voix de Dante est douce, mais quand je le regarde, je vois la mort dans ses yeux. C'était mon mari? Oui. Ma voix semble étrange, distante, et je suppose que c'est la raison de ce mariage libre. Dante serre les mâchoires. Comment s'appelle-t-il? Pourquoi? Parce que je vais le tuer. Il le dit avec un tel naturel qu'il me faut un moment pour comprendre. Quand je comprends, je devrais être alarmé. Je devrais en rire comme d'une exagération. Mais je regarde le visage de Dante, la froide fureur qui s'y lie, la certitude absolue. Et je le crois. Marcus Torres, dis-je, et une partie de moi déteste le plaisir que je prends à prononcer son nom ainsi, comme une cible. Dante sort son téléphone et passe un appel. Il parle rapidement en italien, que je ne comprends pas. Lorsqu'il raccroche, il me regarde avec une expression à la fois tendre et terrifiante. Tu viens avec moi. Quoi? Tu ne retournes pas à cet appartement? Pas aujourd'hui. Ce n'est pas une demande. Mon chauffeur est à 2 minutes. On va aller dans un endroit où tu pourras respirer. Et ensuite, tu vas tout me raconter. Je devrais discuter, insister sur le fait que je vais bien, que je peux m'en occuper moi-même. Mais la vérité, c'est que je ne veux pas m'en occuper moi-même. Je ne veux pas être forte ou indépendante ou tout ce que je suis censé être. Je veux juste arrêter de me sentir invisible. D'accord, murmurai-je. Un SUV noir s'arrête au bord du trottoir. Il est cher, avec ses vitres teintées qui coûtent probablement plus cher que ma voiture. Le même agent de sécurité du café ouvre la porte et Dante me guide à l'intérieur en posant une main dans le creux de mon dos. L'intérieur est en cuir crème et luxueux. Dante se glisse à côté de moi et soudain, l'espace semble intime malgré sa taille. La porte se ferme, nous enveloppant de silence tandis que le véhicule s'insère doucement dans la circulation. Où allons-nous? Demandai-je. Dante prend ma main, entrelaçant ses doigts avec les miens, dans un geste à la fois possessif et protecteur. Dans un endroit sûr, répond-il, un endroit où il ne pourra plus jamais te faire de mal. Et Dieu m'aide, je le crois. Le SUV glisse à travers Manhattan avec une autorité fluide qui vient à la fois d'une conduite experte et de la certitude que les autres voitures s'écarteront de son chemin. Dante n'a pas lâché ma main, son pouce traçant des motifs absents sur mes jointures, dans un geste qui devrait me sembler présomptueux, mais qui me rassure au contraire, comme si je risquais de m'envoler s'il me lâchait. Nous ne parlons pas. Le silence n'est pas gênant. Il est chargé, alourdi par tout ce qui s'est passé au cours de la dernière heure. Mon esprit ne cesse de repasser l'image de Marcus avec cette femme, sa main dans la sienne, dans une intimité désinvolte. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Des semaines? Des mois? A-t-il passé toutes ces nuits à mes côtés à planifier sa fuite, attendant le bon moment pour demander la permission de faire ce qu'il faisait déjà? Le vide dans ma poitrine s'agrandit. Nous y sommes, dit Dante doucement alors que le SUV s'engage dans un parking souterrain. Pas n'importe quel parking. L'entrée est gardée par un agent de sécurité et il y a un poste de garde avec de véritables gardes armés qui nous saluent respectueusement lorsque nous passons. Le véhicule s'arrête dans un emplacement privé et l'agent de sécurité de Dante ouvre la porte. Nous sortons dans un espace qui ressemble plus à un showroom de luxe qu'à un parking. Du béton immaculé, un éclairage parfait et une collection de véhicules qui coûtent probablement plus cher que la maison de la plupart des gens. Des Ferrari, des Bentley, quelque chose de bas et de prédateur que je ne reconnais même pas. Par ici. Dante me guide vers un ascenseur privé, sa main passant de la mienne à mon bas du dos.
Son contact me brûle à travers le tissu de ma robe. L'ascenseur est entièrement recouvert de miroirs et baigné d'une lumière tamisée. J'aperçois mon reflet et je me reconnais à peine. Les joues rouges, les yeux trop brillants, l'air à la fois fragile et imprudente. Dante se tient légèrement derrière moi et nos regards se croisent dans le miroir. L'intensité de son regard me coupe le souffle. « À quoi penses-tu » demande-t-il. « Que je ne sais pas ce que je fais ici. » Honnête, trop honnête, que je devrais probablement rentrer chez moi et m'occuper de ma vie au lieu de m'enfuir avec un homme que je connais à peine. Et pourtant, tu es là quand même. Et pourtant, je suis là quand même. Je répète. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent directement sur un appartement terrasse. Je sors dans un espace qui me coupe le souffle. Les baies vitrées offrent une vue panoramique sur Central Park et les toits de Manhattan. Le soleil de l'après-midi inonde la pièce, illuminant un salon aux lignes épurées et au goût raffiné. Des meubles en cuir, des œuvres d'art abstrait, des étagères remplies de livres qui semblent rouges. C'est chez toi? Je demande, m'approchant des fenêtres comme un papillon de nuit attiré par la lumière. L'une d'entre elles, Dante enlève sa veste et la pose sur une chaise. En dessous, son henley noir moule ses épaules, suggérant qu'il ne passe pas tout son temps assis derrière un bureau. J'ai des propriétés en ville, dans le nord de l'État, à l'étranger. Mais c'est ici que je passe le plus de temps. Le plus souvent, comme si avoir plusieurs maisons était la chose la plus naturelle au monde. J'appuie ma paume contre la vitre, regardant la ville s'étendre sous nos pieds. D'ici, tout semble petit, gérable. Mes problèmes me semblent lointains, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Du vin. Dante apparaît à côté de moi avec 2 verres de rouge, m'en tendant un. Ou quelque chose de plus fort. Du vin, c'est bien, je le prends, reconnaissante d'avoir quelque chose à faire de mes mains. Il ne me pousse pas à parler, ne me demande pas d'explication ni de confession émotionnelle. Au lieu de cela, il se tient simplement à côté de moi, regardant la vue, me laissant de l'espace pour respirer, tout en me faisant me sentir moins seul que je ne l'ai été depuis des années. 3 ans, dis-je enfin, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je lui ai donné 3 ans. Je l'ai soutenu dans ses changements de carrière, ses insécurités, ses mauvais jours. Je me suis rapetissé pour qu'il puisse se sentir plus grand. Et pendant tout ce temps, il était... Je n'arrive pas à finir ma phrase. Infidèle. Dante intervient d'une voix dure. Le mot que tu cherches, c'est infidèle. C'est lui qui a demandé un mariage libre. Même en le disant, je me rends compte à quel point cela semble pathétique. Comme si cela rendait les choses meilleures. Comme si le fait de lui donner la permission après coup l'absolvait. Dante se tourne vers moi, posant son verre de vin sur une table à proximité. « Emma, regarde-moi, je le fais. » Et la fureur dans ses yeux est presque effrayante par son intensité. « Ton mari est un lâche et un imbécile. Ce qu'il a fait, ce qu'il fait, n'a rien à voir avec toi, mais tout à voir avec son propre sentiment d'insuffisance. Tu comprends ça? Intellectuellement, peut-être, mais je ne le ressens pas ainsi. Ma gorge se serre. J'ai l'impression de ne pas avoir été suffisante, comme si j'avais dû être plus jolie ou plus intéressante ou... Arrête! Le ton autoritaire de sa voix me fait taire. Vous voulez savoir ce que je vois quand je vous regarde? Je ne suis pas sûr de le vouloir, mais j'acquiesce quand même. Dante s'approche, assez près pour que je puisse sentir la chaleur qui se dégage de lui. Sa main vient se poser sur mon visage, son pouce effleure ma pommette avec une douceur dévastatrice. Je vois une femme qui a été systématiquement convaincue qu'elle était invisible, alors qu'elle est en réalité rayonnante. Je vois une force qui a été confondue avec de la faiblesse. Je vois quelqu'un qui mérite d'être chéri, protégé, adoré, et qui, au lieu de cela, a été pris pour acquis par un homme qui ne mérite pas de respirer le même air qu'elle. Mon cœur bat si fort que je suis certaine qu'il peut l'entendre. Tu ne me connais pas assez bien pour dire ça, n'est-ce pas? Ses yeux cherchent les miens. Dès que je t'ai vu hier soir, j'ai su que tu étais extraordinaire. Je t'ai regardé traverser cette salle de bal comme si tu t'excusais d'exister. Et tout ce que je pouvais penser, c'était que quelqu'un avait brisé quelque chose de magnifique et t'avait convaincu que c'était toi qui étais brisé. Les larmes me brûlaient les yeux. Dante, je voulais te suivre dans cette cuisine. Je voulais te demander ton nom, entendre ta voix, tout savoir sur toi. Et puis tu es littéralement tombé dans mes bras et j'ai su. Son pouce trace le contour de ma lèvre inférieure et j'en oublie de respirer.
J'ai su que tu étais à moi et que je devais te protéger. La possessivité de ces mots devrait m'alarmer, devrait me faire fuir. Au lieu de cela, ils enflamment quelque chose au plus profond de ma poitrine. Quelque chose qui était resté en sommeil si longtemps que j'avais oublié son existence. Je suis marié, murmurai-je, tout en me penchant vers lui. Pour l'instant, sa voix est sombre et veloutée. Une promesse dangereuse, mais qui peut être arrangée. Que veux-tu dire? Je veux te dire que si tu veux sortir de ton mariage, je peux t'aider. Discrètement, rapidement, avec suffisamment d'argent pour que tu n'aies plus jamais à te soucier de quoi que ce soit. Son autre main trouve ma taille, manquant à lui. Je te dis que je te veux, Emma. Et je ne suis pas un homme qui se prive de ce qu'il désire. C'est fou. Ça va trop vite. C'est tout ce dont je devrais fuir. Un homme dangereux avec des relations dangereuses qui m'offre des solutions dangereuses à mes problèmes. Mais je suis tellement fatigué d'être prudente, tellement fatigué de me rapetisser, tellement fatigué d'être invisible. Et qu'attends-tu de moi en échange? Ma voix est plus assurée que je ne le suis. Tout. Ce mot est à la fois une caresse et une menace. Ton temps, ta confiance, ta présence dans ma vie, je veux te donner tout ce qui t'a été refusé. La sécurité, la liberté d'être exactement qui tu es sans avoir à t'excuser. Il marque une pause. Ses yeux s'assombrissent. Et je te veux dans mon lit, Emma. Je ne vais pas te mentir là-dessus. Je veux te montrer ce que ça fait d'être désiré, d'être adoré comme tu le mérites. Une vague de chaleur m'envahit, se concentrant dans le bas de mon ventre. Personne ne m'a jamais parlé ainsi, avec une honnêteté aussi brute, une faim aussi flagrante. Le désir de Marcus à mon égard avait toujours été tiède, obligatoire. C'est tout autre chose ici. Je ne comprends pas. Je respire. Pourquoi moi? Tu pourrais avoir n'importe qui. Je ne veux personne d'autre. Son front touche le mien et l'intimité de ce geste est bouleversante. Je te veux. Depuis le moment où je t'ai vu, Emma, et j'obtiens toujours ce que je veux. Le baiser survient inévitablement, comme si la gravité nous attirait l'un vers l'autre. Sa bouche s'empare de la mienne avec une avidité qui me fait fléchir les genoux. Et ses bras se resserrent autour de moi, me soutenant, me retenant. J'ai déjà été embrassé, mais jamais comme ça. Jamais avec une telle intensité dévorante, une telle possession absolue. Je devrais le repousser. Je devrais me rappeler que je suis encore techniquement marié, que tout cela va trop vite, que je ne connais rien de cet homme, à part sa réputation dangereuse et son regard dévastateur. Mais quand Dante m'embrasse, je ne me sens pas invisible. Je me sens vivante. C'est lui qui rompt le baiser le premier, haletant, son contrôle visiblement en train de s'effriter. Emma, il faut qu'on ralentisse. Pourquoi? Le mot m'échappe avant que je puisse l'arrêter, nous surprenant tous les deux. Parce que j'essaie d'être honorable. Son rire est rauque, douloureux, et je dois faire appel à toute la maîtrise de moi dont je suis capable pour ne pas te porter dans ma chambre immédiatement et te faire oublier ton propre nom. L'image que ces mots évoquent me fait rougir de chaleur. Peut-être que je veux oublier. Pas comme ça. Il recule, mettant la distance nécessaire entre nous, passant une main dans ses cheveux avec frustration. Pas tant que tu souffres et que tu es vulnérable. Pas tant que tu es encore techniquement sa femme. La fureur possessive qui traverse son visage à ces derniers mots est presque effrayante. Quand je t'emmènerai dans mon lit, Emma, et ne te méprends pas, je le ferai. Ce sera parce que tu seras entièrement mienne, sans lien légal avec un autre homme, sans te demander si tu le veux, si tu me veux. La certitude dans sa voix me donne des frissons dans le dos. Pas si, mais quand. Mon téléphone vibre dans mon sac à main, brisant le moment. Je le sors avec des mains tremblantes. 3 appels manqués de Marcus. 5 SMS. Où es-tu, Emma? Réponds à ton téléphone. Nous devons parler. Je t'ai vu au village. Qui était cet homme? Réponds-moi. Le dernier SMS date d'il y a 10 minutes et les majuscules traduisent une colère qu'il n'a pas le droit de ressentir. Je fixe l'écran et quelque chose en moi change, se durcit. Il nous a vus, dis-je en montrant le téléphone à Dante, et maintenant il exige des réponses. Dante lit les messages, son expression se refroidit. Donne-moi ton téléphone. Quoi? Pourquoi? Parce que je vais m'en occuper. Devant mon hésitation, il ajoute. Fais-moi confiance, Emma. Laisse-moi te protéger. Encore ce mot, protéger. Comme si j'étais quelque chose de précieux,
quelque chose qui vaut la peine d'être défendu. La nouveauté de cette situation me fait mal à la poitrine. Je lui tends le téléphone. Les doigts de Dante volent sur l'écran, tapant une réponse que je ne peux pas voir. Quand il a fini, il me la montre avant d'appuyer sur Envoyer. J'en ai fini. Je reviendrai demain pour mes affaires. Ne me contacte plus ce soir. Je retiens mon souffle. Dante sait exactement ce qu'il mérite. Il envoie le message avant que je puisse protester. Tu restes ici cette nuit. Ma chambre d'amis est à toi. Demain, nous irons à ton appartement avec mes gardes du corps et nous récupérerons tes affaires. Tu n'auras plus jamais à l'affronter seul. Tu ne peux pas simplement. Je ne peux pas simplement. Si tu peux. Il prend à nouveau mon visage entre ses mains, me forçant à le regarder dans les yeux. Tu peux quitter un homme qui ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Tu peux te choisir toi-même pour une fois. Tu peux me laisser t'aider. Les larmes finissent par couler, chaudes sur mes joues. Pourquoi fais-tu cela? Parce que quelqu'un aurait dû le faire il y a longtemps. Il essuie mes larmes avec ses pouces. Son toucher est d'une douceur insupportable. Parce que tu mérites mieux. Et parce que je suis assez égoïste pour vouloir être celui qui te l'offre. Mon téléphone vibre à nouveau. Marcus m'appelle. Dante le met en mode silencieux sans le regarder et le pose face vers le bas sur une table. Il n'aura plus le droit de te bouleverser, dit-il fermement. Pas tant que tu seras sous ma protection. Sous ma protection. Cette phrase devrait me sembler étouffante, contrôlante. Au contraire, j'ai l'impression de prendre ma première grande bouffée d'air depuis des années. Je ne sais pas comment faire, j'avoue. Comment partir, tout simplement. Tu n'as pas besoin de le savoir. Je suis là pour ça. Il prend ma main et entrelace à nouveau nos doigts. Viens, je vais te montrer où tu dormiras ce soir. Ensuite, nous commanderons le dîner et tu me diras tout ou rien. Tout ce dont tu as besoin. Il me conduit à travers le penthouse jusqu'à une chambre d'amis plus grande que tout mon appartement. Le lit est immense, recouvert de ce qui semble être du coton égyptien. Il y a une salle de bain attenante avec une baignoire pouvant accueillir 3 personnes et une douche avec plus de jets que je ne peux en compter. Il y a des vêtements dans le placard qui devraient aller, dit Dante. Je garde des affaires ici. Elles sont propres et tu peux les prendre si tu veux. Les articles de toilette sont dans la salle de bain. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande-moi, Dante. Je me tourne vers lui, submergé par tout cela. Je ne sais pas comment te remercier, alors ne le fais pas. Il glisse une mèche de cheveux derrière mon oreille, ses jointures effleurant ma joue. Reste ici, reste ici. Laisse-moi prendre soin de toi. Après son départ, il ferme doucement la porte derrière lui. Je m'effondre sur le bord du lit et je me laisse aller à pleurer. Pas pour Marcus, pas pour mon mariage raté, mais pour toutes ces années où j'ai cru que je méritais moins que ça, moins que d'être vu, apprécié, défendu. Mon téléphone vibre une fois de plus et je me force à regarder. Marcus, très bien, mais on en parle demain. C'est fou, Emma. Tu es folle. J'éteins mon téléphone et le mets de côté. Pour la première fois en 3 ans, je me fiche de ce que pense Marcus. Pour la première fois de ma vie, je fais un choix pour moi. Et d'une manière ou d'une autre, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce choix ressemble à un homme dangereux aux mains douces et au regard qui promet à la fois protection et possession. Demain, je comprendrai ce que cela signifie. Ce soir, je vais juste respirer. Je me réveille avec l'odeur du café et la prise de conscience désorientante que je ne suis pas dans mon propre lit. Pendant un instant, la panique m'envahit. Où suis-je? Que s'est-il passé? Avant que mes souvenirs ne reviennent, Dante. Le penthouse, Marcus et la femme blonde, la décision de rester. La lumière du soleil pénètre par les baies vitrées que j'ai oublié de couvrir hier soir. Elle peint la pièce inconnue de nuances dorées. Je porte une des chemises que j'ai trouvées dans le placard. Une chemise pour homme en coton blanc doux, qui tombe à mi-cuisse et qui sent légèrement le cèdre et le détergent coûteux. Ma robe d'hier est suspendue à une chaise où je l'ai laissée, et pendant un instant, je la regarde, preuve physique de la personne que j'étais il y a 24 heures. Elle me semble étrangère maintenant. Un léger coup à la porte me fait me redresser. Emma, tu es réveillée? La voix de Dante, rauque à cause du deuil, fait battre mon cœur à toute vitesse. Oui, réponds-je, soudain consciente de mes jambes nues, de mes cheveux en bataille et de l'intimité que représente le fait de porter sa chemise. Entrez, la porte s'ouvre et il entre avec un plateau,
du café, des fruits frais, ce qui ressemble à des croissants provenant d'une véritable boulangerie. Il est habillé de manière décontractée, avec un jean foncé et un t-shirt gris qui moule un corps qui n'est clairement pas étranger à l'entraînement physique. Ses cheveux sont légèrement humides, comme s'il venait de prendre une douche, et la normalité domestique de tout cela semble surréaliste. Je ne savais pas comment vous prenez votre café, dit-il en posant le plateau sur la table de chevet. Alors, j'ai apporté plusieurs options. Je le fixe, cet homme qui dirige la moitié de la pègre new-yorkaise, qui fait disparaître des gens d'un simple coup de fil, qui m'offre actuellement de la crème et du sucre, avec l'attention d'un hôte attentionné. Noir, ça ira. Je m'en sors. Ce n'était pas nécessaire. Je l'ai fait parce que je le voulais. Il s'assoit sur le bord du lit et le matelas s'enfonce sous son poids. L'intimité décontractée de la situation, sa présence dans mon espace, la lumière du petit matin, la chemise que je porte et qui est clairement la sienne, me donnent l'impression que ma peau est trop tendue. Comment avez-vous dormi? Mieux que prévu. C'est vrai. Je pensais passer la nuit à ruminer mes décisions, mais la fatigue m'a presque immédiatement emporté. Ton lit d'invité est plus confortable que mon lit. Tant mieux. Son regard parcourt mon visage, à la recherche de quelque chose. Marcus a appelé 6 fois de plus hier soir. J'ai pris la liberté de bloquer son numéro sur ton téléphone. J'espère que ça ne te dérange pas. Je devrais probablement être contrarié qu'il ait pris de telles libertés. Au lieu de cela, je me sens soulagé. Merci. Mes avocats ont déjà commencé à rédiger les papiers du divorce. Si vous souhaitez poursuivre la procédure, ils seront prêts d'ici la fin de la journée. Ce sera rapide, discret, et vous serez bien dédommagé. L'efficacité de la procédure me coupe le souffle. En moins de 12 heures, il est déjà en train de démanteler toute ma vie avec le professionnalisme désinvolte de quelqu'un qui a l'habitude d'obtenir exactement ce qu'il veut. Dante, je ne peux pas vous laisser payer mon divorce. Tu ne me laisses rien faire. Je te le propose. Il tend la main et repousse une mèche de cheveux derrière mon oreille, un geste qui m'est déjà familier. Je m'occupe de ce qui m'appartient, Emma. Et tu m'appartiens désormais. Cette possessivité devrait m'alarmer, devrait déclencher toutes les alarmes de mon arsenal. Mais il y a quelque chose d'enivrant à être revendiqué de manière aussi absolue, à être la priorité de quelqu'un après avoir été relégué au second plan pendant des années. Je te connais à peine, murmurai-je. Mais cela semble faible, même à mes propres oreilles. Alors apprends à me connaître. Sa main enserre mon visage, son pouce caresse ma pommette. Je ne vais nulle part, et toi non plus, si j'ai mon mot à dire. Mon téléphone posé sur la table de chevet vibre à la réception d'un SMS. Dante y jette un coup d'œil, son expression s'assombrit. Il provient d'un numéro qu'il n'a pas bloqué. Ta sœur. Je m'en empare rapidement, l'angoisse montant en moi. Le message de Lily est court et paniqué. Où es-tu? Marcus m'a appelé, complètement affolé, en disant « Tu es parti et tu ne réponds pas. Il a l'air fou. Tu es en sécurité? » Appelle-moi. Je devrais l'appeler, dis-je. Elle va s'inquiéter. Utilise le téléphone fixe du salon. C'est plus sûr. Dante se tient debout, me laissant de l'espace. Prends ton temps. Je dois passer quelques coupes de fil de toute façon. Nous allons à ton appartement à midi avec mon équipe de sécurité pour récupérer tes affaires. Après son départ, j'enfile un peignoir moelleux que je trouve dans la salle de bain et je me dirige vers le salon. Le penthouse a l'air différent à la lumière du jour. Toujours luxueux, mais d'une certaine manière plus habité. Il y a des livres empilés sur les tables, un ordinateur portable ouvert sur le bureau, des photos encadrées que je n'avais pas remarquées hier soir. Je décroche le téléphone fixe et compose le numéro de Lily. Elle répond dès la première sonnerie. « Emma, mon Dieu, où es-tu? Marcus m'a appelé à minuit pour me dire que tu t'étais enfui avec un homme. Je vais bien, Lily. Je suis en sécurité. En sécurité où? Avec qui? Marcus a dit qu'il t'avait vu avec quelqu'un dans le village et que tu lui avais ensuite envoyé un SMS énigmatique disant que tu partais. Je le quitte. Le dire à voix haute rend la chose réelle. Marcus m'a trompé. Cette demande de mariage libre. Il avait déjà quelqu'un d'autre. Je les ai vus ensemble hier. Le silence à l'autre bout du fil dure 3 battements de cœur. Cette salope. La voix de Lily tremble de rage. Je vais le tuer. Où est-il? Je vais chez Lily. Respire. Je m'en occupe, en fuyant avec un inconnu. Je jette un coup d'œil vers le couloir où j'entends la voix de Dante, basse et autoritaire, parler rapidement en italien.
Ce n'est pas vraiment un inconnu, c'est compliqué. Emma, la voix de ma sœur passe de la colère à l'inquiétude. Dis-moi que tu n'es pas avec Dante Caruso. Mon silence est une réponse suffisante. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Monsieur, tu te rends compte à quel point c'est dangereux. Il n'a été que gentil avec moi. Je l'interromps. Plus gentil que Marcus ne l'a jamais été. Il m'aide, Lily, avec le divorce, avec tout. Il t'aide. Elle ne semble pas convaincue. Emma, les hommes comme Dante Caruso n'est pas les gens par pure bonté d'âme. Que veut-il en échange? La question fait écho à mes propres craintes, mais je les mets de côté. Il me veut. C'est ce qui me fait peur. Lily soupire lourdement. Écoute, je ne vais pas te dire quoi faire. Tu es adulte, mais s'il te plaît, fais attention. Ces gens-là, ils ne sont pas comme nous. Ils jouent selon des règles différentes. Peut-être que je suis fatigué des règles selon lesquelles j'ai joué jusqu'à présent. Ma voix est plus forte que je ne le pense. Peut-être que je mérite mieux. Tu mérites mieux. Je ne veux juste pas que tu souffres. C'est trop tard pour ça. Marcus s'est déjà occupé de la partie souffrance. Je ferme les yeux pour retenir mes larmes. Dante est juste. Il me voit. Lily me voit vraiment. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un a fait ça? Le silence qui suit est lourd de non-dit. D'accord, elle finit par dire. D'accord, mais promets-moi d'être prudent et de m'appeler tous les jours pour que je sache que tu vas bien. Je te le promets. Après avoir raccroché, je reste là un long moment, à regarder Central Park s'étendre en contrebas, telle une oasis verte dans la jungle de béton. D'ici, le monde entier semble différent, plus petit, plus facile à gérer. Tout va bien? La voix de Dante retentit derrière moi. Je me retourne et le trouve appuyé contre le cadre de la porte, me regardant de ses yeux sombres et intenses, qui semblent ne voir à travers toutes les défenses que j'ai érigées. Ma sœur pense que je fais une erreur. Est-ce le cas? Il s'éloigne du cadre de la porte et s'avance vers moi avec la grâce prédatrice d'un grand félin. J'ai des doutes, mais je ne sais pas ce que je ressens. Honnête, brut. Tout cela arrive si vite. Hier matin, j'étais dans ma cuisine en train de brûler des toasts et d'essayer de comprendre que mon mari voulait la permission de coucher avec d'autres personnes. Maintenant, je me tiens dans un penthouse que je ne pourrais jamais m'offrir, vêtu de ta chemise, et je prévois de divorcer avec l'aide d'avocats que je n'ai jamais rencontrés. Si c'est trop, on peut ralentir. Mais alors même qu'il prononce ces mots, ses mains trouvent ma taille et m'attirent vers lui. Je dois te prévenir, je ne suis pas particulièrement doué pour ralentir quand je veux quelque chose, et tu me désires désespérément. Ce mot est une caresse et une confession. Son front touche le mien et je sens son souffle chaud contre mes lèvres. Dis-moi d'arrêter, Emma. Dis-moi que c'est trop, trop vite, et je prendrai mes distances. Je t'aiderai quand même à divorcer. Je te laisserai quand même l'espace nécessaire pour déterminer ce que tu veux. Mais tu dois me le dire maintenant, car mon self-control à ton égard ne tient plus qu'à un fil. Je devrais lui dire d'arrêter. Je devrais accepter l'espace qu'il m'offre et réfléchir à ma vie sans la complication de ce qui se passe entre nous. Mais j'en ai tellement marre des « je devrais ». N'arrête pas, murmurai-je. Le baiser est inévitable, explosif. Sa bouche s'empare de la mienne comme s'il en avait été privé pendant longtemps. Et c'est peut-être le cas. Peut-être que c'est le cas pour nous deux. Ses mains glissent le long de mon dos, s'emmêlent dans mes cheveux, inclinent ma tête pour approfondir le baiser jusqu'à ce que je me noie en lui, dans son goût, ses sensations et sa présence écrasante. Nous trébuchons en arrière jusqu'à ce que mon dos heurte la fenêtre. Le verre est frais contre mes épaules, même si la chaleur envahit chaque terminaison nerveuse. Le corps de Dante se presse contre le mien, et je peux sentir la preuve de son désir, dur et insistant, contre ma hanche. Emma, gémit-il contre ma bouche. Nous devrions arrêter. Je croyais que tu avais dit que tu n'étais pas doué pour y aller doucement. J'essaie d'être honorable. Ses lèvres descendent le long de ma mâchoire, de ma gorge. Il trouve le point de pulsation qui me fait halter. J'essaie d'être l'homme que tu mérites plutôt que l'homme que je suis. Et quel genre d'homme es-tu? Il s'écarte juste assez pour me regarder. Et ce que je vois dans ses yeux est sombre, dangereux et absolument dévastateur. Le genre qui prend ce qu'il veut et détruit quiconque tente de le lui enlever. Son pouce effleure ma lèvre inférieure. Le genre qui imagine déjà toutes les façons dont je vais te faire mienne.
Le genre qui est assez égoïste pour vouloir t'enfermer dans cet appartement où personne d'autre ne pourra jamais te regarder, te toucher, te faire du mal. Je devrais être terrifié. Chaque cellule rationnelle de mon corps me crie des avertissements sur les hommes possessifs, les obsessions dangereuses et la différence entre protection et prison. Mais debout ici dans ses bras, me sentant désiré pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois de ma vie avec une telle intensité, je ne peux pas me résoudre à me soucier de la rationalité. Alors prends ce que tu veux, je souffle. Quelque chose se brise en lui. Je le vois dans ses yeux. Je le sens dans la façon dont il resserre son étreinte autour de ma taille. Mais au lieu de la passion dévorante à laquelle je m'attends, il recule, mettant de la distance entre nous, la poitrine haletante sous l'effort de se contrôler. Pas encore. Sa voix est rauque, tendue. Pas avant que tu ne sois légalement libre de lui. Pas avant qu'il n'y ait aucun doute que tu choisis cela, que tu me choisis avec lucidité. Il passe une main dans ses cheveux, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. Va t'habiller, Emma. Nous partons dans 20 minutes pour récupérer tes affaires. Et j'ai besoin que tu portes autre chose que ma chemise, avant que j'oublie toutes les bonnes intentions que j'ai jamais eues. Le SUV noir s'arrête devant mon immeuble de Brooklyn à midi pile, flanqué d'un deuxième véhicule transportant des renforts de sécurité. Dans la lumière crue du jour, mon immeuble semble encore plus délabré que d'habitude. Peinture écaillée, marches en béton fissuré, graffiti sur la porte du hall que la direction n'a jamais pris la peine de nettoyer. Dante serre les mâchoires en observant tout cela. Tu vivais ici. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une vue sur Central Park, dis-je sur la défensive. C'est ton cas maintenant. Ce n'est pas une suggestion. Tu ne reviendras plus jamais ici après aujourd'hui. L'un de ces gardes du corps, celui que j'ai vu hier au café et dont j'ai appris qu'il s'appelait Marco, ouvre ma porte. Dante sort de son côté et vient me tendre la main, m'aidant à sortir comme si j'étais quelque chose de précieux qui pourrait se briser. Reste près de moi, m'ordonne-t-il. Marco et Vincent s'occuperont des cartons. Tu n'as qu'à montrer ce qui t'appartient et ce qui reste ici. Nous montons les 3 étages qui mènent à mon appartement. L'ascenseur est en panne depuis 2 mois, et mes mains tremblent lorsque je déverrouille la porte. Une partie de moi s'attend à moitié à ce que Marcus soit là, à devoir l'affronter, mais l'appartement est vide, et semble plus petit que dans mon souvenir. Les meubles que nous avons choisis ensemble semblent soudainement bon marché, temporaires. Les photos sur les murs où nous sourions semblent être des artefacts de la vie de quelqu'un d'autre. Prends ce qui compte, dit Dante doucement, sa main chaude sur le creux de mon dos. Tout le reste peut être remplacé. Marco et Vincent agissent avec une efficacité militaire, suivant mes instructions sans faire de commentaires tandis que je leur indique mes vêtements, mon ordinateur portable, mes fournitures artistiques. Dante reste près de moi, une présence silencieuse qui rend les choses plus faciles. Lorsque je m'arrête devant notre chambre, il semble sentir mon hésitation. « Je vais entrer avec toi », propose-t-il. La chambre semble intacte, le lit fait, la table de chevet de Marcus encore encombrée de ses affaires. Sur ma table de chevet se trouve une photo de nous le jour de notre mariage. Nous avons l'air si jeunes, si pleins d'espoir. Je la prends, observant la femme en robe blanche qui pensait savoir ce que signifiait « pour toujours ». « Laisse-la », dit Dante. « Ce n'est plus toi. » Il a raison. Je pose le cadre à l'envers et me détourne. Je suis en train de ranger mes dernières affaires dans la salle de bain lorsque j'entends la porte d'entrée s'ouvrir. Mon sang se glace. La voix de Marcus résonne dans le couloir. « Emma, tu es vraiment là. Il faut qu'on parle de cette folie. » Il s'arrête net lorsqu'il tourne au coin et trouve Dante debout dans notre salon. Marco et Vincent le flanquent comme 2 gardes du corps. La température de la pièce chute de 10 degrés d'action. « Qui diable êtes-vous » demande Marcus, mais sa voix vacille. Il n'est pas stupide. Il voit la sécurité, les costumes coûteux, l'air de violence à peine contrôlé qui entoure Dante comme une aura. « Je suis l'homme qui vous enlève votre femme. » La voix de Dante est conversationnelle, presque agréable, mais elle cache une détermination de fer. « Vous devez être le mari. C'est mon appartement. Plus maintenant. » Dante sort un document de la poche de sa veste. Mes avocats ont déjà déposé les papiers du divorce au nom d'Emma. Vous serez officiellement signifié dans l'heure qui suit. L'appartement est à vous. Elle n'en veut pas. Ses affaires sont en train d'être déménagées au moment où nous parlons. Et si jamais vous la contactez à nouveau, si jamais vous la faites se sentir en danger ou mal à l'aise ou quoi que ce soit d'autre que complètement en paix.
Il s'approche de Marcus qui recule. Disons simplement que ce serait très imprudent. Le visage de Marcus devient rouge. Tu ne peux pas simplement... Emma, qu'est-ce que c'est que ça? Tu me quittes pour ce voyou. Je t'ai vu avec lui hier. Je savais que quelque chose clochait. Non. Je sors du couloir et ma voix est plus ferme que jamais. Ne t'avise pas de faire porter la responsabilité de notre rupture sur moi. Tu as quitté notre mariage dès que tu as commencé à coucher avec elle. Cette femme blonde avec qui tu étais hier. Depuis combien de temps, Marcus? Depuis combien de temps me trompes-tu? Sa mâchoire bouge. Je ne... Ce n'est pas... Ne mens pas. La voix de Dante coupe le bégaiement de Marcus. J'ai demandé à quelqu'un de se renseigner sur toi hier soir. Jessica Hartwell, 24 ans, travaille dans ton bureau. Tu la vois depuis 8 mois. La demande de mariage libre n'était pas une question d'exploration. Il s'agissait d'obtenir une autorisation rétroactive pour ce que tu faisais déjà. Marcus pâlit. Tu as enquêté sur moi? Pour qui te prends-tu? Je suis l'homme qui va te rendre la vie très difficile si tu ne signes pas ces papiers de divorce et ne pars pas tranquillement. Le sourire de Dante est tout en daim. Sans chaleur. Je suis aussi celui qui sait que tu as détourné 15 000 $ du compte de dépenses de ton entreprise. Tu as développé un problème de jeu intéressant. Marcus devient complètement livide. Comment as-tu? Je sais tout ce qu'il y a à savoir. La voix de Dante baisse d'un ton. Plus dangereux. Et j'ai des preuves de tout cela. Voici donc ce qui va se passer. Tu vas signer les papiers. Tu vas accorder à Emma un divorce sans contestation, sans exigence, sans drame, sans tentative de revendiquer ses biens futurs. Tu vas disparaître de sa vie si complètement que tu te souviendras à peine avoir été marié. Et en échange, je ne divulguerai pas ce que je sais de ton détournement de fonds à tes employeurs ou aux autorités. Nous sommes d'accord? Marcus me regarde et je vois quelque chose s'effondrer dans son expression. Emma, s'il te plaît, tu ne peux pas. Nous pouvons régler cela. Ce n'est qu'une mauvaise passe, non. Le mot sort avec fermeté. C'est définitif. C'est fini, Marcus. C'est fini depuis longtemps. Je ne voulais simplement pas l'admettre. Mais où vas-tu aller? Que vas-tu faire? Son regard se pose sur Dante et il comprend. Oh mon Dieu, tu me quittes pour lui. En fait, je te quitte pour moi. Je l'interromps. Il m'a simplement rappelé que je mérite mieux. La main de Dante trouve la mienne, ses doigts s'entrelacent dans un geste à la fois protecteur et possessif. Emma, tu as terminé ici? Je regarde une dernière fois autour de moi. La vie que je croyais vouloir, l'homme que je croyais aimer. Oui, j'ai fini. Alors rentrons à la maison. À la maison. Pas chez lui ou dans un logement temporaire, à la maison. Nous laissons Marcus debout dans les ruines de notre mariage. Et je ne me retourne pas. Les 3 semaines suivantes passent dans un tourbillon de transformations qui semblent à la fois surréalistes et inévitables. Les avocats de Dante agissent avec l'efficacité d'une machine bien huilée. Marcus signe les papiers du divorce sans contestation. Les menaces de Dante ont été suffisamment convaincantes. Et juste comme ça, 3 ans de mariage se dissolvent en paperasse et en signature. Je devrais ressentir autre chose que du soulagement. Je devrais pleurer la perte de ce que je croyais que nous avions. Mais je me sens surtout libre. J'emménage officiellement dans le penthouse de Dante. Il m'offre ma propre chambre, mon propre espace. Mais après la première semaine, je me surprends à graviter vers lui comme une planète vers son soleil, m'endormant sur le canapé pendant qu'il travaille tard, me réveillant pour me retrouver porté dans mon lit avec une douceur qui contredit tout ce que je pensais savoir sur les hommes dangereux. Le projet de design qu'il m'a proposé est réel, complet et plus stimulant que tout ce sur quoi j'ai travaillé auparavant. Je passe mes journées à dessiner des logos et des plans de pièces, à créer des tableaux d'ambiance et des palettes de couleurs, à me perdre dans un travail qui a vraiment de l'importance. Dante examine tout personnellement. Ses commentaires sont intelligents et précis. Il traite mon travail avec un respect que Marcus n'a jamais pris la peine de me témoigner. Mais ce sont les nuits qui me détruisent. Nous n'avons pas couché ensemble, pas de la manière dont mon corps le réclame de plus en plus. Dante tient sa parole d'attendre que je sois légalement libre, qu'il n'y ait plus aucun doute sur le fait que je le choisis ou que je fuis Marcus. Mais sa retenue s'effrite visiblement. Cela se voit dans la façon dont ses yeux me suivent à travers la pièce, dans la façon dont ses mains s'attardent lorsqu'il me touche,
dans la façon dont il m'embrasse avant de me souhaiter bonne nuit avec une avidité qui nous laisse tous les deux essoufflés et endoloris. 3 semaines après avoir quitté mon appartement, mon téléphone sonne. C'est l'avocat de Dante qui m'appelle. Mon divorce est prononcé. Je fixe l'écran pendant un long moment, essayant de comprendre ce que cela signifie. Je ne suis plus Emma Torres. Je suis à nouveau simplement Emma, Emma Rossi, mon nom de jeune fille retrouvée, célibataire, libre, sans attache. Dante me trouve debout près de la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur Central Park dans des tons dorés et cramoisis. Il a passé toute la journée à s'occuper d'affaires dont il ne parle jamais en détail. Mais j'ai appris à lire la tension dans ses épaules, la crispation autour de ses yeux qui trahit une violence exercée quelque part hors de ma vue. C'est fait, lui dis-je en lui montrant mon téléphone. Le divorce est prononcé. Une expression dangereuse traverse son visage. Il franchit la distance qui nous sépare en 3 enjambées, ses mains encadrant mon visage tandis qu'il relève ma tête pour croiser mon regard. Répète ça. Je suis divorcé. Ma voix se brise. Je ne suis plus à lui. Non. Son pouce trace le contour de ma lèvre inférieure. Tu es à moi. Le baiser est différent cette fois-ci. Plus aucune retenue. Plus aucune réserve. Dante m'embrasse comme s'il revendiquait chaque partie de nous. Comme s'il avait été affamé pendant 3 semaines et que j'étais enfin à lui pour qu'il me consume. Ses mains glissent jusqu'à ma taille, me soulevant facilement, et mes jambes s'enroulent instinctivement autour de lui alors qu'il me porte à travers le penthouse. Non pas vers la chambre d'amis où je séjourne, mais vers sa chambre. La pièce est masculine et luxueuse. Des meubles en bois sombre, des draps couleur charbon, des baies vitrées qui donnent sur la ville scintillante. Il me pose à côté du lit immense, ses mains s'affairant déjà sur les boutons de ma chemise, avec une dextérité qui trahit son expérience. « Dis-moi que tu le veux », exige-t-il d'une voix rauque. « Dis-moi que c'est ton choix, que tu me choisis en sachant parfaitement qui je suis et ce que je suis. » Je tends la main pour prendre son visage entre mes mains, sentant la tension dans sa mâchoire. Le contrôle qu'il peine à contenir. Je sais que tu es dangereux. Je sais que tu as fait des choses qui terrifieraient la plupart des gens. Je sais que ton monde fonctionne selon des règles que je ne comprends pas tout à fait. Je l'attire vers moi jusqu'à ce que nos fronts se touchent. Et je te veux quand même. Je te choisis quand même. Le dernier fil de son contrôle se rompt. Dante me déshabille avec des mains qui tremblent légèrement. Ses yeux boivent chaque centimètre de peau dévoilée, comme si j'étais quelque chose de sacré. Quand je tends la main vers sa chemise, il m'aide, et le corps qui se cache dessous me coupe le souffle. Des muscles bien dessinés, marqués de cicatrices qui témoignent d'une vie violente. Un tatouage au-dessus de son cœur, en italien, que je n'arrive pas à déchiffrer. Que dit-il? Je trace les lettres du bout des doigts. La familia. Sa main recouvre la mienne. La famille est tout. Avant que je puisse répondre, il m'allonge sur le lit, son corps recouvrant le mien, et toute pensée rationnelle se dissout dans la sensation. Sa bouche trace des chemins sur ma peau, apprenant chaque courbe et chaque creux, chaque endroit qui me fait haleter. Ses mains m'adorent avec une révérence qui contredit la possession dans ses yeux. Et quand il finit par me posséder complètement, c'est avec une tendresse qui me fait monter les larmes aux yeux. C'est ce que l'on ressent quand on est chérie, désirée, importante pour quelqu'un avec une intensité qui frôle l'obsession. À moi. Dante respire contre ma gorge alors que nous bougeons ensemble. Dis-le, Emma. Dis que tu es à moi. À toi. Je halète, m'abandonnant à la vérité. Je suis à toi. Les semaines qui suivent se confondent dans un brouillard de passion et de découverte. J'apprends les rythmes du monde de Dante, les appels téléphoniques tardifs qu'il prend en italien rapide, les réunions avec des hommes dont je n'ai pas besoin de connaître les noms, la façon dont la sécurité nous suit partout dès que nous quittons l'appartement. J'ai appris que sa réputation n'est pas exagérée, qu'il est vraiment aussi dangereux que les gens le disent. Mais ce danger ne s'est jamais dirigé vers moi. Au contraire, sa protection frôle l'excès. Il demande à Marco de me suivre lorsque je vais prendre un café avec Lily. Il insiste pour connaître mon emploi du temps, mes allées et venues, les personnes que je fréquente. Cela devrait être étouffant, mais après des années d'invisibilité auprès de Marcus, il y a quelque chose d'enivrant à être le centre d'attention de quelqu'un. Tu sais que tu n'es pas ma prisonnière, n'est-ce pas? Je le taquine un soir alors que nous nous préparons pour aller dîner dans un restaurant chic qu'il a réservé.
Je peux quitter l'appartement sans escorte armée. Les mains toujours sur sa cravate, Dante me regarde dans les yeux dans le miroir, l'air sérieux. Tu pourrais, mais tu ne le feras pas parce que tu comprends qu'être avec moi fait de toi une cible. Il se tourne vers moi. Il y a des gens qui te feraient du mal pour me faire du mal, Emma. Des gens qui te verraient comme un moyen de pression, comme une faiblesse à exploiter. Marco n'est pas là pour te contrôler, il est là pour te protéger. Son honnêteté me fait réfléchir. Je savais de manière abstraite que son monde était dangereux, mais l'entendre dire aussi clairement le rend réel. Cela te fait-il peur? Demande-t-il en observant attentivement ma réaction. Parfois, j'avoue, mais pas assez pour partir. Son expression s'adoucit. Il s'approche de moi et m'aide à me lever, posant ses mains sur mes hanches. Je ne te forcerai jamais à rester. Si cette vie, si je deviens trop difficile à supporter, tu peux partir. Je m'assurerai que tu sois en sécurité. Je t'installerai dans un endroit sûr avec suffisamment d'argent pour que tu ne manques de rien. Mais Emma, dit-il d'une voix plus basse, te laisser partir me détruirait. Je tends la main pour toucher son visage, sentant la tension qui s'y trouve. Alors c'est une bonne chose que je ne parte nulle part. Le dîner a lieu dans un restaurant où Dante est clairement connu et redouté à parts égales. On nous conduit dans une salle privée et le repas est exquis. Les plats se succèdent, tous parfaits, mais je les goûte à peine car je suis trop conscient du regard que Dante pose sur moi, de la façon dont sa main trouve la mienne à travers la table. La promesse dans ses yeux de ce qui se passera quand nous rentrerons à l'appartement. Nous terminons le dessert lorsqu'un homme s'approche de notre table, malgré la présence évidente de la sécurité. Il est plus âgé, peut-être 50 ans, avec un costume coûteux qui trahit une fortune ancienne et le regard prédateur de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. Dante Caruso, dit l'homme d'un ton jovial, mais avec une pointe d'agressivité. J'ai entendu dire que vous vous étiez marié. Je voulais venir vous présenter mes respects. L'expression de Dante ne change pas, mais je le sens se crisper à côté de moi. Antonio, c'est un dîner privé. Bien sûr, bien sûr. Les yeux d'Antonio se posent sur moi, m'évaluant. Elle est belle. Un choix inhabituel, cependant. J'ai entendu dire que vous aviez toujours préféré les femmes plus expérimentées. L'insulte est subtile, mais indéniable. Je rougis. Mais avant que je puisse répondre, Dante me serre la main. Un avertissement pour que je me taise. Emma est ma fiancée, dit Dante d'une voix d'un calme mortel, et vous parlerez d'elle avec respect ou vous vous tairez. Fiancée. Le mot reste suspendu dans l'air. Nous n'avons jamais parlé de mariage, mais Dante le dit avec une telle assurance qu'Antonio recule d'un pas. Je vous prie de m'excuser. Je ne voulais pas vous offenser, mais son sourire suggère le contraire. Je vous laisse profiter de votre soirée, mais Dante, nous devrions bientôt parler des territoires. Il n'y a rien à discuter. Les territoires sont réglés, n'est-ce pas? Le sourire d'Antonio s'affûte. Il paraît que vous avez été distraite ces derniers temps. Il est peut-être temps que certains d'entre nous, les anciens, vous rappellent comment les choses fonctionnent. La température dans la pièce baisse. Marco apparaît derrière Dante, et deux autres gardes que je n'avais pas remarqués se placent de part et d'autre d'Antonio. La seule chose qu'il faut rappeler, dit Dante en se levant lentement, c'est ce qui arrive à ceux qui menacent ce qui m'appartient. Je te suggère de partir maintenant, Antonio, tant que tu le peux encore. Le masque jovial d'Antonio se fissure, révélant le prédateur calculateur qui se cache derrière, mais il est assez intelligent pour reconnaître quand il est surpassé. D'un signe de tête discret, il s'en va, ses chaussures coûteuses claquant sur le marbre à chaque pas. Dante ne se rassied pas. Nous partons maintenant. Qu'est-ce que c'était que ça? Je demande à Marco qui nous fait sortir par une porte dérobée. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mais la tension dans sa mâchoire suggère le contraire. Le trajet de retour vers l'appartement terrasse est tendu, silencieux. Dante passe 3 coupes de fil en italien rapide, d'une voix sèche et autoritaire. Quand nous arrivons, il sort de la voiture avant qu'elle ne soit complètement arrêtée et aboie des ordres aux agents de sécurité. Je ne comprends pas. Je le suis dans le penthouse, de plus en plus inquiète. Dante, parle-moi. Que se passe-t-il? Il se retourne vers moi et, pour la première fois, je vois une véritable peur dans ses yeux. Antonio Rossi. Il dirige les opérations à Brooklyn et dans le Queens. Nous avons conclu une trêve fragile depuis des années, mais il cherchait une excuse pour s'étendre sur mes territoires.
Il passe maintenant une main dans ses cheveux. Maintenant, il sait que tu existes. Il sait que tu comptes pour moi. Il comprend que Dawn est froide et terrible. Tu penses qu'il va s'en prendre à moi. Je sais qu'il le fera. Dante s'approche de moi et me prend par les épaules. C'est ce que je redoutais, Emma. C'est pour ça que j'ai essayé d'attendre. J'ai essayé de te donner le temps de comprendre ce que signifie être avec moi, mais j'ai été égoïste. Je te voulais trop pour te laisser partir, et maintenant tu es en danger à cause de moi. Alors protège-moi. Je pose mes mains sur les siennes. N'est-ce pas ce que tu as toujours fait? N'est-ce pas ce que tu m'as promis? Ce n'est pas suffisant. Sa voix se brise. Et si quelque chose arrivait? Et si je n'y arrivais pas? Je l'embrasse, faisant taire la spirale de la peur. Quand je m'écarte, ses yeux sont sombres d'émotion. Tu veux me protéger? Alors apprends-moi à me protéger moi-même. Laisse-moi faire partie de tout ça, au lieu d'être une chose fragile que tu dois protéger. Je soutiens son regard. Je suis plus forte que tu ne le penses, Dante. Assez forte pour me tenir à tes côtés, pas seulement derrière toi. Son expression change. Surprise, respect et cette soif possessive familière. Tu es remarquable. Tu le sais. J'apprends. Je souris. Tu es un bon professeur. Le mois suivant est un cours intensif sur l'univers de Dante. Il m'apprend à tirer dans un stand privé, ses mains stabilisant les miennes, tandis que j'apprends à manier une arme dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin. Il me présente à son cercle restreint, des hommes dont la loyauté envers lui est absolue et dont je gagne lentement le respect par mes actions plutôt que par mes paroles. Il me montre les entreprises légitimes qui servent de couverture à ses opérations, les associations caritatives qu'il soutient, le réseau complexe de pouvoir et d'influence qu'il a construit. Et j'ai appris qu'être la femme de Dante Caruso signifie être à la fois protégée et mise à l'épreuve, choyée et défiée, chérie et revendiquée avec une intensité qui étoufferait quelqu'un de plus faible. Mais je ne suis plus faible. La menace d'Antonio Rossi s'intensifie progressivement. Tout d'abord, ses tentatives d'incursion dans les territoires de Dante sont stoppées avant même d'avoir pu s'implanter. Puis, ces menaces subtiles, ces messages transmis par des intermédiaires, la pression exercée sur les intérêts commerciaux communs. Dante gère chaque défi avec une efficacité froide, mais la tension fait des ravages. Elle atteint son paroxysme un samedi soir, 2 mois après la finalisation de mon divorce. Nous sommes dans l'appartement terrasse. Dante est dans son bureau, occupé à ses affaires. Je suis dans le salon, travaillant sur les derniers plans du projet hôtelier. Marco est de service, comme toujours, et 2 gardes supplémentaires sont présents dans l'immeuble. Je n'entends pas la première effraction. Je ne me rends compte de rien jusqu'à ce que Marco apparaisse dans l'embrasure de la porte, l'air sombre. Madame Caruso, il utilise ce nom même si nous ne sommes pas encore mariés. Une formalité adoptée par les hommes de Dante. Vous devez me suivre immédiatement. L'urgence dans sa voix me glace le sein. Que se passe-t-il? Nous avons un problème. Dante a ordonné de vous emmener immédiatement dans la pièce sécurisée. Une pièce sécurisée? Je ne savais même pas qu'il y en avait une. Marco me conduit rapidement dans un couloir qui se termine par un placard. Il appuie sa paume contre ce qui ressemble à un panneau mural ordinaire, et une section s'ouvre, révélant une porte en acier renforcée avec une serrure biométrique. Il utilise son pouce, et la porte s'ouvre sur une petite pièce remplie d'écrans, de fournitures et de ce que je reconnais avec effroi comme étant des armes. Restez ici, m'ordonne Marco. N'ouvrez cette porte à personne d'autre que moi ou Dante. Il y a un téléphone sur le bureau. Le bouton rouge permet de joindre Dante directement. Compris? Marco, que se passe-t-il? Antonio Rossi passe à l'action. Ça va faire du bruit, mais vous êtes en sécurité ici. Faites-moi confiance. Il ferme la porte et j'entends les serrures s'enclencher avec une série de cliquetis lourds. Les écrans montrent différents angles du penthouse et du bâtiment. Je vois des hommes que je ne reconnais pas entrer par ce qui doit être des entrées de service, se déplaçant avec une précision militaire, armés, dangereux et en infériorité numérique car les agents de sécurité de Dante sont partout, surgissant de positions dont j'ignorais l'existence. Ce qui suit est brutal et efficace. Une fusillade dans les couloirs, dans les cages d'escalier, loin de ma pièce sécurisée, mais tout aussi terrifiante. Je saisis le téléphone de main tremblante et appuie sur le bouton rouge. Dante répond dès la première sonnerie. « Emma,
tu es en sécurité? Je suis dans la pièce sécurisée. Marco m'a amené ici. Dante, je sais. Reste là. Ne pars pas avant que je vienne te chercher moi-même. Des coups de feu résonnent en arrière-plan de son appel. Je t'aime, Emma. Tu m'entends? Je t'aime. Il n'avait jamais prononcé ces mots auparavant. Le fait qu'il les prononce maintenant, alors que la violence éclate autour de lui, me serre la poitrine de peur. Je t'aime aussi, parviens-je à dire. Sois prudent, s'il te plaît. La ligne est coupée. L'attente est interminable. Je regarde les écrans tandis que les hommes de Dande éliminent systématiquement la menace, les corps tombant et étant emportés. Alors que le penthouse immaculé se transforme en zone de guerre, j'aperçois Dante lui-même se déplacer avec une grâce meurtrière. Son arme est le prolongement de son corps, protégeant son territoire avec l'efficacité froide de quelqu'un qui a déjà fait cela auparavant. Enfin, le silence. Les écrans montrent les hommes de Dante sécurisant le périmètre, vérifiant les corps, réinstallant les défenses. Puis Dante lui-même apparaît à la porte de la salle de sécurité, les jointures ensanglantées, la chemise déchirée, le regard sauvage jusqu'à ce qu'il me trouve sur l'écran. Les verrous se déverrouillent, la porte s'ouvre. Emma. Il traverse la pièce en deux enjambées et me serre dans ses bras avec un désespoir qui me coupe le souffle. Tu vas bien, tu es en sécurité. Et Antonio? Ma voix est étouffée contre sa poitrine. On s'occupe de lui. La froideur de son ton me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Il a commis l'erreur de menacer ce qui m'appartient. Cette erreur sera la dernière. Je devrais être horrifié. Je devrais être traumatisé par la violence dont je viens d'être témoin sur les écrans. Au lieu de cela, je le serre plus fort dans mes bras, reconnaissante qu'il soit en vie, que nous soyons tous les deux en vie. Épouse-moi, dit soudain Dante. Je m'écarte pour le regarder. Quoi? Épouse-moi, Emma. Pas parce que j'essaie de te piéger ou de te posséder ou quoi que ce soit d'autre que tu pourrais imaginer. Ses mains caressent mon visage. Épouse-moi parce que je t'aime, parce que je veux que le monde sache que tu es à moi et que je suis à toi, parce que je veux construire une vie avec toi, une vraie vie, pas seulement cette demi-existence faite de menaces et de peur. Une vraie vie, je ris nerveusement. Dante, je viens de voir ton appartement se transformer en champ de bataille, et cela ne se reproduira plus jamais. Sa voix est ferme. Après ce soir, tout le monde saura que te toucher signifie la mort. Personne ne sera assez stupide pour essayer. Il m'embrasse doucement, tendrement. Dis oui, Emma. Choisis-moi. Choisis cette vie. Choisis-nous. Je te promets de passer chaque jour à te rendre heureuse. Tu l'as fait. Je pense à la femme que j'étais il y a 3 mois, invisible, rabaissée, acceptant les miettes d'affection d'un homme qui ne m'estimait pas. Je pense à Marcus et à sa cruauté désinvolte, à son mépris facile. Et je pense à Dante, dangereux et possessif, mais absolument dévoué, qui me voit, m'apprécie, me protège avec une férocité qui frôle l'obsession, qui me fait me sentir vivante d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Le choix n'est pas difficile, oui. Je respire. Oui, je t'épouserai. 6 mois plus tard, le mariage est petit, privé, célébré dans la propriété de Dante, dans le nord de l'État, en présence uniquement de ses proches collaborateurs et de ma sœur. Lily a pleuré pendant toute la cérémonie. Des larmes de joie, insistait-elle, même si je sais qu'elle s'inquiète toujours pour le monde que j'ai choisi. Mais elle peut voir ce que j'ai trouvé ici, ce que je suis devenu. Je ne suis plus la fille invisible qui brûlait ses toasts dans un petit appartement de Brooklyn. Je suis Emma Caruso, l'épouse de l'un des hommes les plus puissants de la côte Est, une designer dont la réputation ne cesse de grandir, une femme qui a appris à se tenir debout dans des pièces remplies d'hommes dangereux. Le projet d'hôtel que j'ai conçu est lancé et reçoit un accueil critique élogieux. La société de Dante acquiert 2 autres chaînes, et soudain, j'ai plus de travail que je ne peux en assumer. J'embauche des assistants, je loue des bureaux dans l'un des immeubles de Dante, je construis quelque chose qui m'appartient entièrement. Mais les meilleurs moments restent les plus calmes. Les matins dans notre lit, tandis que la ville s'éveille en contrebas. Les soirées sur la terrasse avec du vin et des conversations. Les nuits où Dante me serre dans ses bras comme si j'étais tout son univers, parce que c'est le cas, tout comme il est devenu le mien. « À quoi penses-tu » me demande Dante en s'approchant derrière moi. «
alors que je me tiens debout près de la fenêtre de notre chambre. Il passe ses bras autour de ma taille et me tire contre son torse. Je reconnais que ma vie est très différente aujourd'hui, que j'ai beaucoup changé. Des regrets? Pas un seul. Je me retourne dans ses bras pour lui faire face. Tu m'as sauvé, tu sais, d'une vie où je disparaissais lentement. Non, amour, il écarte une mèche de cheveux de mon visage. Tu t'es sauvé toi-même. Je t'ai juste rappelé que tu méritais d'être sauvé. Je l'embrasse, y mettant 3 mois de gratitude, d'amour et de certitude absolue. Quand nous nous séparons, il sourit. Ce sourire rare et sincère qui transforme son visage dangereux en quelque chose de magnifique. J'ai quelque chose pour toi, dit-il en fouillant dans sa poche. Il en sort d'une petite boîte. Ce n'est pas une boîte à bagues cette fois, mais autre chose. À l'intérieur se trouve une clé, ornée et ancienne. Qu'est-ce que c'est? Le domaine en Toscane dont je t'ai parlé, celui que ma grand-mère m'a laissé. Son regard est chaleureux. Je veux que nous y passions l'été prochain, juste nous deux. Sans affaires, sans menaces, sans soucis. Je veux te montrer d'où je viens, où ma famille a construit ce que nous avons aujourd'hui. Tout un été. Je ris. Et ton empire? Mon empire peut survivre sans moi pendant quelques mois. Il me serre contre lui. De plus, je pense qu'il est temps de prendre un peu de recul, de laisser mes subordonnés prendre davantage les choses en main, de passer plus de temps avec ma femme. Sa main se pose sur mon ventre et son sourire devient complice. D'autant plus que dans environ 7 mois, nous allons devoir faire de la place pour quelqu'un d'autre. Le monde bascule. Comment as-tu... Je viens de l'apprendre ce matin, je voulais te le dire ce soir. Je sais toujours tout, Emma. Il m'embrasse doucement. Je sais tout de toi. Chaque pensée, chaque rêve, chaque crainte. Sa main se pose protectrice sur mon ventre. Et maintenant, chaque vie que nous créons ensemble. Des larmes me piquent les yeux. Des larmes de joie cette fois. Tu vas être père, et tu vas être une mère extraordinaire. Sa voix est chargée d'émotions. Notre fille, qu'est-ce qui te fait penser que c'est une fille? Juste une intuition. Il sourit. Et j'ai généralement raison sur ces choses-là. Je ris, le laissant me serrer dans ses bras tandis que le soleil se couche sur notre ville, peignant tout de nuances dorées. Quelque part en dessous, le monde continue son chaos. Les menaces, la violence et toute l'obscurité qui accompagne la vie que mène Dante. Mais ici, en cet instant, il n'y a que de la lumière, que de l'amour, que la certitude absolue que j'ai fait le bon choix. Non seulement en quittant Marcus, mais aussi en choisissant d'être vu, en choisissant d'avoir de l'importance, en choisissant un homme dangereux aux mains douces qui m'a appris qu'être possédé et protégé n'est pas la même chose qu'être emprisonné. C'est être chéri. Je t'aime, lui murmurai-je contre sa poitrine. Je t'aime encore plus. Il relève mon visage vers le sien. Ma Emma, ma femme, mon tout. Et dans ses yeux, je vois mon reflet. Je ne suis plus invisible, je ne suis plus diminuée, je suis entière, enfin complètement dévastatrice.